Saviez-vous que, chaque année, environ un tiers de toute la nourriture produite pour la consommation humaine est perdue ou gaspillée dans le monde, ce qui représente une valeur d'1 billion de dollars américains? C'est un chiffre alarmant qui a un impact sur l'économie, l'environnement et la sécurité alimentaire de notre planète. Cette énorme quantité de nourriture n'est pas consommée principalement à cause d'un processus que nous connaissons tous, mais que nous ne comprenons peut-être pas en profondeur. Nous parlons de la putréfaction ou de la décomposition des aliments, un phénomène naturel mais indésirable dans notre garde-manger. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans les raisons de ce processus, en démêlant les facteurs invisibles qui transforment les aliments frais en matière inutilisable. Comment est-il possible qu'une pomme brillante et croquante devienne molle et brune en quelques jours? La principale raison pour laquelle la nourriture se gâte est la présence de micro-organismes, des êtres vivants minuscules qui nous entourent constamment. Les bactéries, les moisissures et les levures sont les principaux acteurs de ce drame de la décomposition, toujours à la recherche de nutriments. Ces micro-organismes prospèrent dans des conditions spécifiques, comme la température, l'humidité et la disponibilité d'oxygène. La nourriture que nous consommons est pour eux une source d'aliments riches et parfaite pour leur croissance et leur reproduction. Pensez à un morceau de pain oublié sur le plan de travail. En peu de temps, de petites taches vertes ou noires de moisissure commenceront à apparaître. Cela se produit parce que les spores de moisissure, qui flottent dans l'air de manière invisible, trouvent dans le pain un environnement propice à la germination. Une fois qu'elles se sont installées, elles libèrent des enzymes qui décomposent les composants du pain, le rendant mou et altérant sa saveur. Les bactéries, quant à elles, sont incroyablement diverses et peuvent causer des ravages dans une large gamme d'aliments. Certaines, comme Escherichia coli ou Salmonella, peuvent être extrêmement dangereuses et ne modifient pas toujours l'odeur ou l'apparence de la nourriture. Cela signifie que la nourriture peut sembler bonne à l'extérieur, mais être pleine de bactéries pathogènes qui causent des maladies. Saviez-vous quelles sont les conditions idéales qui permettent à ces micro-organismes de croître si rapidement? Les micro-organismes ont des exigences fondamentales pour leur développement. Ils ont besoin d'une température adéquate, d'une humidité suffisante, d'une source d'aliments et, dans de nombreux cas, d'oxygène. Pensez à la viande fraîche, riche en protéines et en eau. C'est un environnement idéal pour de nombreuses bactéries qui se nourrissent de tissus animaux. Si on laisse la viande à température ambiante, par exemple à 25 degrés Celsius, les bactéries peuvent doubler leur population toutes les 20 minutes. Cela signifie qu'une petite colonie de 100 bactéries pourrait se transformer en millions en quelques heures. C'est pourquoi il est vital de maintenir les aliments réfrigérés en dessous de 5 degrés Celsius ou congelés à moins 18 degrés Celsius. Le froid extrême ne tue pas la plupart des micro-organismes, mais il ralentit considérablement leur métabolisme et leur reproduction. La congélation, quant à elle, arrête la croissance bactérienne car l'eau se transforme en glace, cessant d'être disponible pour elle. L'humidité est un autre facteur critique. Les aliments secs, comme les biscuits ou les céréales, ont une durée de conservation beaucoup plus longue. Cela est dû au manque d'eau disponible, ce que l'on appelle l'activité de l'eau, qui inhibe la croissance de la plupart des micro-organismes. Et quel rôle jouent les enzymes naturelles des aliments eux-mêmes dans la décomposition? Les enzymes sont des protéines naturellement présentes dans les aliments qui agissent comme des catalyseurs biologiques accélérant les réactions chimiques. Ces enzymes sont responsables de la maturation des fruits, les rendant doux et moelleux. Mais une fois que le fruit a atteint son point optimal de maturité, ces mêmes enzymes continuent d'agir, entraînant une surmaturation et finalement une décomposition. Par exemple, lorsqu'une pomme est cognée ou coupée, les enzymes appelées polyphénol oxydase réagissent avec l'oxygène de l'air. Cette réaction produit des composés de couleur brune en processus connu sous le nom de brunissement enzymatique qui indique le début de la dégradation. Ce brunissement n'est pas directement dangereux pour la consommation, mais c'est un signal visuel que la structure cellulaire de l'aliment est en train de changer. Le blanchiment, une méthode de cuisson rapide dans de l'eau bouillante puis dans de l'eau froide, est utilisé pour inactiver ces enzymes dans les légumes avant de les congeler. Ainsi, la couleur, la texture et la valeur nutritionnelle des légumes sont préservées plus longtemps. Une autre cause fondamentale de la détérioration des aliments est constituée par les réactions chimiques qui se produisent sans l'intervention de micro-organismes ou d'enzymes. L'oxydation est l'une des plus courantes, en particulier dans les aliments riches en matières grasses. Lorsque les graisses entrent en contact avec l'oxygène de l'air, il se produit une réaction qui les décompose en composés plus petits, les rendant rances. L'odeur et le goût rance sont indéniables, un signe clair que l'huile ou la graisse s'est détériorée. Ceci est particulièrement notable dans les huiles végétales, les noix ou les produits de boulangerie contenant des graisses insaturées. La lumière et la chaleur accélèrent significativement cette réaction d'oxydation. C'est pourquoi il est important de stocker les huiles dans des bouteilles sombres et dans des endroits frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. Mais existe-t-il des différences dans la façon dont différents types d'aliments se gâtent?
Absolument. La composition de chaque aliment détermine quel type de micro-organismes et de réactions prédomine dans sa détérioration. Les aliments périssables, tels que la viande, le poisson, les produits laitiers et certains fruits et légumes, sont riches en eau et en nutriments. Leur forte activité de l'eau et leur pH proche de la neutralité en font des cibles faciles pour la croissance bactérienne et l'action enzymatique. En revanche, les aliments non périssables, comme le riz, les pâtes, les légumineuses sèches et les aliments en conserve, ont une très faible teneur en eau. Soit ils ont été transformés pour éliminer l'humidité, soit ils ont subi des traitements thermiques pour détruire les micro-organismes. Le riz cru, par exemple, peut se conserver des années s'il est correctement stocké dans un endroit frais et sec. Cependant, si ce même riz est cuit et laissé à température ambiante, il peut devenir un bouillon de culture pour les bactéries très rapidement. Un cas particulier est la bactérie Bacillus cereus, qui peut former des spores résistantes à la chaleur et se développer dans le riz cuit qui refroidit lentement. Il est fascinant de penser à la façon dont les humains ont développé des méthodes pour lutter contre cette décomposition tout au long de l'histoire. La conservation des aliments est une lutte constante contre la nature qui nous a conduit à des innovations incroyables. Depuis les temps anciens, l'homme a cherché des moyens de prolonger la durée de conservation de ses aliments. Les méthodes initiales, telles que le séchage, le salage et le fumage, étaient basées sur la réduction de l'activité de l'eau et l'ajout de substances qui inhibaient la croissance microbienne. Les civilisations anciennes séchaient les céréales et les fruits au soleil ou salaient les poissons et les viandes pour de longues expéditions. Le charqui, par exemple, est un type de viande séchée originaire d'Amérique du Sud dont la technique de préparation remonte aux peuples andins précolombiens. Ce processus élimine presque toute l'humidité de la viande, la laissant pratiquement immunisée contre la plupart des bactéries. L'invention de la réfrigération et de la congélation a révolutionné l'industrie alimentaire au 19e siècle. Elle a permis de transporter des aliments périssables sur de longues distances et de les stocker pendant des périodes beaucoup plus longues. La pasteurisation, développée par Louis Pasteur au 19e siècle, a transformé la sécurité de produits comme le lait et les jus. Ce processus consiste à chauffer un liquide à une température spécifique, généralement autour de 72 degrés Celsius pendant 15 secondes pour le lait, afin d'éliminer les bactéries pathogènes sans altérer significativement son goût ou sa valeur nutritionnelle. Comment pensez-vous que l'acidité ou le pH influe sur la capacité des aliments à résister à la décomposition? Le pH, qui mesure l'acidité ou l'alcalinité d'une substance, est un facteur déterminant pour la croissance des micro-organismes. La plupart des bactéries qui causent la détérioration ou des maladies préfèrent un environnement avec un pH proche du neutre, autour de 7. C'est pourquoi les aliments naturellement acides, comme les agrumes, ou ceux à lesquels on ajoute de l'acide, comme les cornichons, ont une plus grande résistance. Le vinaigre, qui est de l'acide acétique, ou l'acide lactique produit par les bactéries lors de la fermentation, crée un environnement inhospitalier pour la plupart des agents pathogènes. Pensons aux cornichons au vinaigre ou au yaourt. Leur acidité est essentielle à leur longue durée de conservation. La fermentation est une méthode de conservation millénaire et très efficace. Dans ce processus, des micro-organismes bénéfiques, tels que certaines bactéries ou levures, transforment les sucres en acide, en alcool ou en dioxyde de carbone. Cela non seulement préserve l'aliment, mais peut aussi créer de nouvelles saveurs et textures, comme dans le pain, le fromage ou le kombucha. Par exemple, dans la production de choucroute, le chou est fermenté avec des bactéries lactiques qui produisent de l'acide lactique, ce qui abaisse le pH et empêche la croissance de bactéries nocives. Une autre méthode cruciale pour la conservation est le contrôle de l'oxygène. Certaines bactéries, comme la dangereuse Clostridium botulinum, se développent dans des environnements sans oxygène. Cette bactérie est responsable du botulisme, une maladie grave, et se trouve généralement dans les conserves maison mal préparées. De l'autre côté, de nombreuses moisissures et bactéries aérobies, c'est-à-dire qui ont besoin d'oxygène, ne peuvent pas se développer sans lui. Les techniques d'emballage sous vide éliminent l'air autour de l'aliment, privant ces micro-organismes de l'oxygène dont ils ont besoin. L'emballage sous atmosphère modifiée, ou MAP, est une autre technique moderne qui rend... Les antioxydants, par exemple, préviennent l'oxydation des graisses et évitent le brunissement des fruits et légumes. Les agents antimicrobiens, comme les nitrites dans la charcuterie, inhibent la croissance de bactéries comme Clostridium botulinum. Quels autres progrès technologiques contribuent à réduire la putréfaction des aliments à grande échelle? L'irradiation des aliments est une technologie qui utilise le rayonnement ionisant pour éliminer les micro-organismes et les parasites. Bien que ce soit une méthode sûre et efficace, la perception publique de l'irradiation présente encore des défis. Un autre progrès est le traitement par haute pression, ou HPP, qui soumet les aliments à des pressions extrêmement élevées.
Cette méthode inactive les micro-organismes et les enzymes sans utiliser de chaleur, préservant ainsi les propriétés organoleptiques de l'aliment. Pensons aux jus frais ou aux avocats transformés qui conservent leur saveur et leur couleur plus longtemps grâce à cette technologie. La chaîne du froid est un concept essentiel dans la prévention de la putréfaction et elle se réfère au maintien d'une température constante et basse. Depuis le moment où un aliment périssable est produit jusqu'à ce qu'il arrive à notre table, il doit être maintenu sous réfrigération ou congélation continue. Une rupture dans cette chaîne, comme une coupure de courant ou un transport inadéquat, peut accélérer drastiquement la détérioration. Par exemple, un camion réfrigéré qui subit une panne peut signifier la perte de tonnes de viande ou de produits laitiers en quelques heures. Comprendre ces principes nous aide à prendre de meilleures décisions dans notre quotidien. Stocker les aliments au bon endroit, en respectant les dates de péremption et de consommation recommandées, est fondamental. Les dates de péremption indiquent quand un aliment n'est plus sûr à consommer, généralement en raison de la présence de micro-organismes pathogènes. Les dates de consommation recommandées, quant à elles, suggèrent quand un aliment conservera sa meilleure qualité, mais pourrait être sûr après cette date. Comment pouvons-nous identifier les signes qu'un aliment est gâté avant de le goûter? Les signes de détérioration sont divers et se perçoivent à travers nos sens. Le changement de couleur est l'un des premiers, la viande qui devient grise ou verte ou les fruits qui développent des taches sombres. La texture est également un indicateur, la viande qui devient collante ou les légumes qui ramollissent et deviennent mous. L'odeur est peut-être l'indicateur le plus puissant. La puanteur aigre du lait caillé ou l'arôme putride de la viande décomposée sont inconfondibles. Le développement de moisissures visibles est un autre signe sans équivoque, surtout dans les aliments comme le pain, le fromage ou les fruits. Cependant, il est important de se rappeler que toutes les moisissures ne sont pas dangereuses. Certains fromages, comme le roquefort, sont élaborés avec des moisissures spécifiques. Mais dans la plupart des cas, la présence de moisissures dans les aliments frais indique une détérioration et un risque pour la santé. Un autre signe est la production de gaz, qui peut se remarquer dans les emballages gonflés ou les bulles dans les liquides. Ceci est causé par des micro-organismes qui, en métabolisant les nutriments, libèrent des gaz comme le dioxyde de carbone. Un couvercle bombé sur un bocal de conserve est un signal d'alarme, car il peut indiquer la présence de bactéries dangereuses. Comprendre la science derrière la putréfaction nous responsabilise en tant que consommateurs. Cela nous permet de réduire le gaspillage alimentaire dans nos foyers. Et aussi, et très important, cela nous aide à protéger notre santé. La conscience concernant le stockage approprié et la manipulation sûre des aliments est essentielle pour prolonger leur durée de vie. Imaginez l'impact global si nous étions tous plus efficaces dans la gestion de nos aliments. Moins de nourriture gaspillée signifie moins de ressources naturelles consommées pour produire des aliments qui ne sont jamais mangés. Cela inclut l'eau, la terre, l'énergie et la main-d'œuvre. Cela implique également une réduction des émissions de gaz à effet de serre, car les aliments en décomposition dans les déchets produisent du méthane, un gaz puissant qui contribue au changement climatique. La connaissance de la science de la putréfaction n'est pas seulement une curiosité. C'est un outil pratique pour la vie quotidienne et un pas vers la durabilité. Nous espérons que cette exploration approfondie vous a apporté une nouvelle perspective sur quelque chose d'aussi commun et que vous comprenez maintenant mieux pourquoi la nourriture se gâte. Si cette information a éveillé votre curiosité et vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne Explorando. Mettez un j'aime à cette vidéo. Laissez-nous vos commentaires sur les autres mystères que vous aimeriez que nous explorions. Et partagez-la avec ceux qui, selon vous, ont aussi besoin de savoir cela.